Retour dans l'histoire, car le Canada n'a pas toujours respecté les droits et libertés comme il le fait aujourd'hui. Son histoire regorge d'événements peu reluisants. Au fil du temps, la société canadienne et, par le même fait, le gouvernement canadien a changé grâce à divers événements internationaux, à l'adoption de nouvelles lois et à de nouvelles réalités mondiales. Tout mis ensemble, ces facteurs vont modifier les mœurs canadiennes et sa vision du monde. Tout d'abord, la loi sur les Indiens, que le Parlement du Canada a adoptée en 1876. Cette loi s'appliquait aux Premières Nations qui avaient conclu des traités avec le gouvernement du Canada. Elle a été adoptée sans consulter ces nations, à une époque où les descendants d'Européens considéraient que le mode de vie européen était supérieur à celui des autres. Ils avaient une vision eurocentrisme du monde. Yeah! Cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui, malgré le fait qu'elle a subi plusieurs amendements, plusieurs modifications. La loi sur les Indiens définit les droits et le statut des Premières Nations. À l'origine, la loi visait l'assimilation des populations autochtones. Voici quelques impacts qui sont ou ont été en lien avec la loi sur les Indiens. Les traités numérotés, l'affirmation des droits collectifs des Autochtones, l'attitude paternaliste du gouvernement du Canada envers les Premières Nations, l'intégration de force des nations autochtones dans la société canadienne. En deuxième lieu, le droit de vote au Canada. Jusqu'en 1918, la loi électorale du Canada interdisait aux femmes de voter et de se porter candidates aux élections fédérales. Des Canadiennes comme Emily Howard Stowe ont commencé à revendiquer le droit de vote dès 1876, soit la même année que la loi sur les Indiens. L'idée même qu'une femme puisse voter était considérée, à l'époque, de révolutionnaire. Madame Howard Stowe a dû se cacher afin de militer en faveur du suffrage féminin, soit le droit de vote pour les femmes. À cette époque, être une femme n'était point facile. Madame Jenny Kidd Trout est un bel exemple de détermination. Débarrassez-nous de ces femmes. Allons, messieurs, allons, je vous en prie. Et donc, cet organe que j'ai le regret de ne pouvoir nommer, et ce à cause de la présence de ses membres du sexe faible, qui, quoique toutes deux soient mariées, ne supporteraient sans doute pas... À la porte. Patience, Jenny. Patience. À la porte. Docteur McFarlane. Madame Trout! La médecine n'est pas une affaire de femmes. Foutez-les dehors. Si vous ne reprenez pas en main cette salle de cours, je rapporterai mot pour mot le contenu dégoûtant de votre discours à votre charmante épouse. Mon amie Jenny Trout n'a pas été la première femme à subir ce genre de choses dans une faculté de médecine. Mais elle deviendra la première femme à pouvoir exercer officiellement la médecine au Canada. La lutte en faveur du suffrage féminin n'était pas seulement un phénomène canadien, mais partout dans le monde occidental, des femmes se battaient pour obtenir le droit de vote. Rappelle-toi des 5 célèbres, ou Famous Five, et des suffragettes en Angleterre. La lutte des femmes pour obtenir les mêmes droits que les hommes n'était pas une simple tâche.
Après quelques décennies, le gouvernement canadien a finalement accordé le droit de vote aux femmes en 1918 pour les élections fédérales. La société canadienne va évoluer lentement. Il faut attendre 1929 pour que les femmes soient légalement considérées comme des personnes. Voyez-vous, la Cour suprême du Canada s'était prononcée. Je ne serai pas membre du Sénat parce qu'en tant que femme, selon l'acte de l'Amérique du Nord britannique, je n'étais pas une personne. Moi, Emily Gowan Murphy, auteure de la collection Janie Canuck, pionnière de la guerre aux narcotiques, première femme magistrat de tout l'Empire, je n'étais pas une personne. Nous avons interjeté appel à Londres. Toute une délégation de Canadiennes qui avions milité depuis 10 ans déjà, au beau milieu des railleries des maris qui chuchotaient « Oh, voyons, ma chère !» jusqu'à ce que ces dignes lords du conseil privé consentent enfin. 1929. Moi, Emily Murphy d'Alberta, et toutes mes compatriotes canadiennes étions dorénavant des personnes devant la loi. Nous avons pu alors siéger au Sénat. Il faut attendre 1948 pour les Canadiens d'origine asiatique obtiennent le droit de vote et 1950 pour les Inuits d'obtenir le droit de vote. Bref, le gouvernement, comme cette bicyclette, évolue au rythme de la société canadienne. En troisième lieu, les camps d'internement. En 1914, pour vous mettre en contexte, la Première Guerre mondiale éclate. Et le Canada est entraîné malgré lui dans ce conflit. Le pays entre en guerre aux côtés de la Triple Entente, soit l'Empire britannique, la République française et l'Empire russe, contre la Triple Alliance, soit l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et le Royaume d'Italie. L'Italie demeure neutre au début de la Première Guerre mondiale, puis change de camp au cours de la guerre pour rejoindre la Triple Entente. Mais ceci est une autre histoire. Revenons sur notre sujet, les camps d'internement. L'internement des Canadiens d'origine ukrainienne. Au Canada, au début de la Première Guerre mondiale, plus de 8000 personnes d'origine ukrainienne ou allemande ont été arrêtées puis internées dans des camps. Le Canada et ses alliés étaient alors en guerre contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, et une partie de l'Ukraine est tombée en territoire ennemi. Les arrestations ont été effectuées en vertu de la loi des mesures de guerre, qui avait été adoptée en 1914, quand la Première Guerre mondiale a éclaté. Dans de nombreux cas, le gouvernement canadien a saisi les maisons et les biens des personnes arrêtées. C'étaient surtout des hommes, mais leurs familles ont souvent été, elles aussi, envoyées dans des camps parce qu'il était impossible de faire autrement. Les internés ont dû travailler comme journaliers, c'est-à-dire qu'ils travaillent à chaque jour ou à la journée. Ils ne recevaient pas de salaire. Quand la guerre a été terminée et après que la loi a été révoquée, annulée, le gouvernement a obligé de nombreux internés à rester dans les camps et à continuer à travailler sans salaire. Ensuite, lors de la Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945, le gouvernement a interné des Canadiens d'origine italienne et japonaise. Ils n'étaient que des enfants du Nouveau-Brunswick. Ils n'avaient jamais quitté la Rive-Nord auparavant. Papa les avait formés du mieux qu'il a pu. Mais comment aurait-il pu être prêt? C'est le temps de quitter la plage! Le monde n'avait jamais vu une telle opération.
Il avait déjà servi durant la Première Guerre mondiale. Il avait gagné le droit de rester à la maison, d'élever ses enfants. Mais comment pouvait-il envoyer ses garçons au combat et ne pas être à leur côté? Plusieurs sont morts ainsi. Mon père était l'un d'entre eux. Le major Archie McNaughton avait 47 ans lorsqu'il est mort en menant ses hommes lors du jour J, l'invasion qui a marqué le début de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'internement des Canadiens d'origine italienne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les autorités canadiennes ont arrêté et interné des personnes d'origine italienne au nom de la loi des mesures de guerre. Les arrestations ont commencé le 10 juin 1940, le jour de la déclaration de guerre au Canada par l'Italie. Ce sont surtout des hommes qui ont été arrêtés, même si quelques-uns ont été accompagnés de leurs familles dans les camps. Le gouvernement a saisi les biens de certains individus arrêtés. En tout, 700 personnes environ ont été internées. L'internement des Canadiens d'origine japonaise. Le 7 décembre 1941, au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a attaqué Pearl Harbor et Hong Kong. Dès lors, les Canadiens d'origine japonaise ont été traités avec suspicion et hostilité, même si la plupart étaient nés au Canada et y avaient grandi. En février 1942, le gouvernement du Canada a décidé de déplacer tous les Japonais d'origine loin de la côte ouest. L'application de la loi des mesures de guerre a forcé plus de 20 000 hommes, femmes et enfants à quitter leur foyer en n'emportant que ce qu'ils pouvaient porter. On les a entassés à bord de trains qui les ont amenés à l'intérieur des terres de la Colombie-Britannique, dans des camps situés dans des villages isolés. On leur a interdit de quitter ces camps sans avoir obtenu au préalable la permission de la Gendarmerie royale du Canada. Le gouvernement avait promis de préserver les biens des déportés. Cependant, en 1943, il est revenu sur sa promesse et a vendu leurs maisons, leurs commerces et tous les autres biens. Du jour au lendemain, des familles qui avaient mis des décennies à se bâtir une vie au Canada se sont retrouvées complètement dépossédées. My father came from Japan in 1905. He was 15 when he immigrated from Japan. He worked until he was able to actually build a store. Let me tell you a story in the form of a dream. I don't know why I have to tell it, but I know what it means. Close your eyes, just picture the scene as I paint it for you. It was World War II when this man named Kenji woke up. Ken was not a soldier. He was just a man with a family who owned a store in LA. That day, he crawled out of bed like he always did, bacon and eggs with wife and kids. He lived on the second floor of a little store he ran. He moved to LA from Japan, they called him immigrant. In Japanese, he'd say he was called Issei. That meant first generation in the United States, when everybody was afraid of the Germans, afraid of the Japs, but most of all afraid of a homeland attack. And that morning, when Ken went out on the doormat, his world went black, cause right there, front page news, 3 weeks before 1942, Pearl Harbor's been bombed and the Japs are coming. Pictures of soldiers dying and running. Ken knew what it would lead to, just like he guessed. The president said the evil Japanese in our home country would be locked away. They gave Ken a couple of days to get his whole life packed in 2 bags. Just 2 bags, couldn't even pack his clothes. Some folks didn't even have a suitcase to pack anything in, so 2 trash bags is all it gave them. And when the kids asked Mom, where are we
gone, nobody even knew what to say to them. Ken didn't want to lie, he said the US is looking for spies. So we have to live in a place called Manzanar, where a lot of Japanese people are. Stop it, don't look at the gunmen. You don't want to get the soldiers wondering if you're gonna run or not, cause if you run then you might get shot. Other than that, try not to think about it. Try not to worry about it being so crowded. But someday we'll get out, someday, someday. As soon as war broke out, the FBI came and they just come to the house and you have to come. All the Japanese have to go. They took Mr. Nii, and people couldn't understand why they had to take him because he's just innocent laborer. So now they're in a town with soldiers surrounding them. Every day, every night, look down at them. From watchtowers up on the wall, Ken couldn't really hate them at all. They were just doing the job and he wasn't gonna make any problems. He had a little garden, vegetables and fruits that he gave to the troops in a basket his wife made. But in the back of his mind, he wanted his family's life saved. Prisoners of war in their own damn country, what for? And time passed in the prison town. He wondered if he'd live it down if and when they were free. The only way out was joining the army. And supposedly, some men went out for the army, signed on, and ended up flying to Japan with a bomb. That 15-kiloton blast put an end to the war pretty fast. 2 cities were blown to bits. The end of the war came quick, and Ken got out big hopes of a normal life with his kids and his wife. But then they got back to their home, and what they saw made him feel so alone. These people had trashed every room, smashed in the windows and bashed in the doors, written on the walls and the floor, "Japs not welcome anymore." And Kenji dropped both of his bags at his sides and just stood outside. He looked at his wife without words to say. She looked back at him, wiping tears away, and said, "Someday we'll be okay, someday." Now the names have been changed, but the story's true. My family was locked up back in '42. My family was there where it was dark and damp, and they called it an internment camp. When we first got back from camp, it was pretty bad. I remember my husband said, "Oh, we're gonna stay till last." Then my husband died before they closed the camp.